Quand on évoque la marine impériale japonaise, on pense à la très célèbre attaque de Pearl Harbor, mais aussi à l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Empire du Soleil Levant. Tout le monde connaît la date du raid sur Pearl Harbor, le fameux 7 décembre 1941, parce qu'on l'a appris bêtement en cours d'histoire entre autres. Au collège, les profs nous martelaient le mot Blitzkrieg comme arme miracle des Allemands. On nous parlait de leur fameuse avancée technologique qui aurait permis de gagner la guerre en Europe. Ce qui est en réalité faux, je ferai une vidéo debunk dessus. Par contre, on nous parle pas vraiment de la doctrine d'attaque de Pearl Harbor, ce qui est pour le coup une réelle domination technologique et tactique des Japonais en avance sur leur temps. Même les Américains n'osaient jamais affronter la puissante flotte japonaise au début de la guerre, alors que c'était la première industrie mondiale les États-Unis. Ils faisaient prout quand ils la voyaient. Alors que sur le papier, les Américains peuvent tenir tête au Japon, ils ont quasiment autant de gros navires. En effet, les forces semblent équilibrées, alors pourquoi pas écraser la flotte japonaise tout de suite et riposter? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour répondre simplement à cette question en 2 mots, Kido Butai. Kido Butai c'est quoi? C'est littéralement la force d'attaque en japonais. C'est la plus puissante escadre navale de l'Empire. Sa spécialité, tant redoutée, vient de son utilisation massive de porte-avions, qui utilisent une vague aérienne de masse pour détruire rapidement ses cibles. Dans cette doctrine, ce n'est plus le cuirassé le roi de la flotte, mais bien le porte-avions. Mais c'est bizarre, le cuirassé ultra blindé, c'est le plus gros et plus puissant navire, et il y a plein de canons partout, alors que le porte-avions a quasiment rien en matière d'armement. Et c'est ici que réside la force du porte-avions comme son nom l'indique, il mise tout sur les avions. C'est étrange non, le porte-avions est une grosse cible ambulante, il n'a qu'un armement défensif, alors que les cuirassés sont très puissants et protégés, tels des bodybuilders de la mer. Naturel? Oui. Mais il leur manque un truc, la portée d'engagement. En effet, les canons d'un cuirassé comme le célèbre Yamato peuvent engager à environ 25 km, tandis qu'une escadrille navale peut atteindre facilement 500 km de rayon d'action et peut donc couler des navires à cette distance. Il n'y a aucun débat possible sur l'issue d'un combat entre cuirassé et porte-avions. Les fans du cuirassé finissent avec Ariel la petite sirène sous l'océan. Pour illustrer ça, prenez par exemple un boxeur de 150 kg et de 2,10 m contre un type lambda posté à 100 mètres avec un fusil de précision. C'est le type lambda qui va gagner. D'ailleurs, c'est ce que cherche le progrès de l'armement, frapper sans être frappé. Cette tactique d'emploi des porte-avions a été initialement testée par les Anglais lors de la bataille de Tarente en 1940, où la flotte aéronavale de la Royal Navy a coulé plusieurs navires de ligne italiens en Méditerranée. À ce jour, les porte-avions n'avaient qu'un rôle de soutien du cuirassé. Les Japonais, quant à eux, vont confirmer cette doctrine navale. L'efficacité des porte-avions est largement démontrée avec la Kido Butai lors de la bataille de Pearl Harbor, même si c'est une victoire illusoire sur le plan stratégique, car justement, les porte-avions américains n'étaient pas présents. Mais l'évolution de la mentalité sur les porte-avions n'est pas seulement due à une pensée militaire. En effet, un second facteur est à prendre en compte. C'est le progrès technologique, qui a permis d'obtenir des avions très performants, rapides avec un rayon d'action important. On peut citer les célèbres chasseurs A6M2 Zik ou Zero, avec un gros rayon d'action et une vitesse incroyable, au sacrifice d'une protection réduite. Les bombardiers en piqué Aichi D3A, Val, ou bien encore les puissants torpilleurs B5N Nakajima Kate, capables de couler un navire de ligne en une passe. Imaginez le résultat avec 6 porte-avions et une attaque coordonnée. Personne n'a envie de réceptionner une telle attaque, pas même les Américains. Sauf à la limite, peut-être Hugo Lloris. Allez Hugo, essaye de bloquer la torpille du Nakajima. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. D'ailleurs, c'est l'heure d'analyser la composition de la Kido Butai, pour savoir pourquoi la sélection du club Kido Butai est si brillante. Voici donc le positionnement des joueurs et la formation tactique. En premier, le capitaine de l'équipe, ou plutôt le vice-amiral Nagumo, qui est le patron de l'escadre, très célèbre pour avoir commandé la Kido Butai. À l'écran, voici la formation tactique de base de Kido Butai. On remarque que les porte-avions restent en milieu de terrain, car ils sont très vulnérables. On doit les protéger à tout prix. Ce sont les navires amiraux. En plus, ça coûte super cher, et ça peut prendre des années à être construit. Ensuite, sur les ailes éloignées, nous avons les croiseurs. Ce sont des navires de ligne de taille moyenne à grande. Ils assurent un périmètre de sécurité et jouent le rôle de navire écran. Au centre des destroyers, ce sont de petits navires qui peuvent se spécialiser, comme fournir une protection anti-aérienne face aux escadrilles ennemies. C'est un peu la garde rapprochée des porte-avions. On remarque bien que toute la compo est focalisée sur les porte-avions d'escadre. Il y a aussi plein d'autres petits navires de soutien que je n'évoquerai pas, comme par exemple les ravitailleurs.
Je vous affiche à l'écran certains des plus célèbres porte-avions japonais. L'Akagi, l'Iryu, le Kaga, le Shokaku et le Soryu. Sans entrer dans les détails, il y a eu plusieurs générations de porte-avions japonais qui vont s'améliorer au fil de la guerre. Il existe aussi différents types de porte-avions, comme les porte-avions d'escadre, porte-avions légers ou porte-avions d'escorte. Petit fait amusant, les premiers porte-avions japonais sont un peu discount, car ils sont construits de briques et de broc, comme l'Akagi. À la base, c'est un croiseur de bataille, mais il a été converti en porte-avions dans les années 1927. C'est ce qu'on appelle un toit plat. Oui, il a une forme chelou et il est pas très bien fait. Une seule bombe bien placée a suffi à le détruire lors de la bataille de Midway, car tout s'est mis à cramer à cause d'une bombe. Cependant, le règne de la Kido Butai n'allait pas durer. Au printemps 1942, elle fait l'erreur de disperser ses forces, à la manière des personnages des films d'horreur où ça ne termine jamais bien. C'est un désastre lors de la bataille de la mer de Corail, où la flotte japonaise perd 2 porte-avions. En juin 1942, c'est la bataille de Midway. Les Américains se divisent en 2 task forces pour éviter de prendre une attaque de masse. La Kido Butai, quant à elle, est réunie en un seul gros bloc pour coordonner ses vagues aériennes. Mais de grosses lacunes sur leur renseignement vont permettre aux Américains de couler par surprise 4 porte-avions japonais. C'est ultra simplifié car ce n'est pas le sujet. C'est un peu le Stalingrad japonais, mais la Kido Butai reste toujours en capacité de se battre. C'est en octobre 1944 où la flotte japonaise va signer définitivement son arrêt de mort, lors de la bataille de Leyte, dans l'archipel des Philippines. La flotte japonaise joue son dernier barreau d'honneur en tentant une embuscade avec des cuirassés et une attaque à revers de ses porte-avions. Cependant, c'est un échec. La flotte japonaise fut réduite à des rémanents. Cela va conduire à l'utilisation des fameux kamikazes, et c'est la fin de la Kido Butai en tant que réelle menace. À l'image de la victoire illusoire de Barbarossa par les Allemands sur le front de l'Est, la victoire ne se joue pas forcément lors des batailles, mais également sur la capacité industrielle et militaire d'un pays à se régénérer. Les États-Unis ont beaucoup d'habitants, des ressources stratégiques abondantes comme le pétrole et l'acier, mais également sont la première puissance industrielle mondiale. Ils peuvent créer des porte-avions par paquet de 30 000, tandis que le Japon n'a pas la capacité de remplacer ses navires. Chaque pilote expérimenté perdu est non remplaçable. Chaque litre de pétrole compte. Pour vous faire une idée, en 1941, le Japon aligne 11 porte-avions, 7 pour les États-Unis. En 1945, 4 porte-avions japonais restants non opérationnels, contre 29 américains. Pour conclure, c'est le même scénario que le front de l'Est. L'Allemagne joue une course contre la montre à cause du manque de ressources, et une seule erreur peut être fatale. Le Japon également n'a pas de marge de manœuvre et doit miser sur la vitesse. En tout cas, Kido Butai et Nagumo resteront dans l'histoire, avec cette doctrine novatrice et cette puissance sans égale au début de la guerre. D'ailleurs, que se serait-il passé si les porte-avions américains étaient restés à Pearl Harbor? Les États-Unis auraient-ils signé un traité de paix? Ou bien cela aurait-il retardé la victoire américaine de 1 ou 2 ans? Kido Butai sera-t-elle restée maître du Pacifique avec ses porte-avions vieillissants? Dites-moi ça dans les commentaires, c'était le général, et moi je vous dis bye bye.